Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre a signé le 8 juillet dernier un arrêté portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des mesures d'assainissement de la gestion des droits d'auteur de l'art musical, composé de 13 membres désignés par les institutions étatiques ainsi que les représentants des sociétés de gestion des droits d'auteur. Il comptera également en son sein des présidents des syndicats légaux des ayants droit de l'art musical. Il sera placé sous la stricte supervision du secrétaire général des services du Premier ministre lui-même, plafonné par le chef du gouvernement aux grandes dames de Madame le ministre des Arts et de la Culture. De par la constitution de ce comité nouvellement créé, Philémon Yon veut-il mettre Amatou Toumouna à l'arrière de la scène. Plus encore, l'article 5 prévoit à son alinéa 5 qu'à l'issue de chaque réunion, un compte rendu circonstancié sera adressé au Premier ministre. Que pourra faire dans ces conditions Madame le ministre des Arts et de la Culture? Va-t-elle se contenter de jouer le second rôle? Et au regard de ces mesures, peut-on croire que la gestion des droits d'auteur de l'art musical au Cameroun va enfin sortir ou connaître un avenir radieux? Ce sont des questions et bien d'autres que nous aborderons dans la première partie de cette émission. Et pour rester collé à l'actualité, soulignons que le 8 juillet dernier, toujours, Issa Tirombo Bakari, le ministre camerounais de la Communication, procédait à l'installation du président et des membres de la commission de délivrance de la carte de presse, nommé par le Premier ministre le 3 juillet dernier. Séverin Tchonke, président de cette commission, aura pour objectif assigné par le ministre de tutelle de redorer le blason de la profession de journaliste au Cameroun par une sélection rigoureuse de ceux qui y prétendent, une veille systématique de l'usage profonde et professionnel qui sera fait de la qualité conférée et, en cas de nécessité, par la déchéance d'éventuels contrevenants aux règles établies. Que peut Séverin Tchonke et toute son équipe, à peine nommée, la commission essuie déjà quelques contestations. Le premier à être monté au créneau est le président du syndicat national des journalistes du Cameroun, organisation syndicale la plus représentative dans le secteur des médias qui revendique au bas mot 500 membres exerçant au Cameroun. Denis Kwibo, le président du SNJC, disais-je, s'oppose à cet organe qu'il qualifie de pro-gouvernemental. Quelles sont les mesures de réussite ou quelles sont les chances de réussite, je veux dire, de cette commission? Nous reviendrons également, si le temps le permet, sur l'actualité autour des Lions indomptables du Cameroun qui sont actuellement en stage dans la capitale politique du Cameroun. Passé le cap de l'euphorie, les Lions indomptables ont une fois de plus été délaissés, si on peut le dire ainsi, dans des conditions presque précaires. Quelles pourraient être les chances des coéquipières de Ngondum, la gardienne de but? Quel avenir pour cette équipe? Madame, Monsieur, ce sont des sujets qui vont meubler cette émission. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir justement sur ce plateau Hervé Villard-Diré, qui est journaliste au groupe La Nouvelle Expression. Bonsoir Hervé. Bonsoir Thierry et bonsoir à tous vos millions de téléspectateurs. Vous aurez en face de vous ce soir, c'est vrai qu'il n'est pas encore d'un autre, Marcus Mandeki, qui est militant de l'Alliance des forces progressistes. D'entrée de jeu, apparemment le Boko Haram a encore frappé du côté du Tchad et on dénombre déjà plusieurs dizaines de morts, voire des centaines de blessés en l'espace de quelques mois. Est-ce que le Cameroun ou les Camerounais ont raison d'avoir peur? Bien sûr, les Camerounais ont raison d'avoir peur parce que déjà il faut savoir que le Tchad est limitrophe au Cameroun et la menace de Boko Haram plaît également sur le Cameroun, même si depuis un certain temps l'armée camerounaise a repoussé, n'est-ce pas, loin de nos frontières, n'est-ce pas, les attaques de Boko Haram. Il faut quand même dire qu'on n'en a pas épargné. Il faut quand même dire que le Cameroun a déployé sur le front les éléments suffisamment aguerris pour pouvoir lutter contre cet ennemi. Ça ne voudrait pas autant dire qu'on est à l'abri des attaques de Boko Haram. C'est pourquoi en ce moment même, je pense qu'avec ce qui s'est passé au Tchad la semaine dernière et cette fin de semaine, parce qu'on parle d'une quinzaine de morts, Oui. avec la dernière frappe, oui, bien sûr, et plusieurs centaines de blessés, le Cameroun a certainement renforcé sa sécurité et mis sur pied un système d'alerte pour empêcher, n'est-ce pas, pour permettre à ce que les éventuelles personnes qui sont suspectes soient facilement dénoncées et une stratégie qui
consiste, n'est-ce pas, de travailler de commun accord avec la population qui est censé être le relais, n'est-ce pas, auprès des autorités pour que ce qui se passe au Tchad, notamment à N'Djamena, qui depuis 2 semaines exactement a été frappé 3 fois. L'école de police, le commissariat de police aussi, Oui. et le marché, que cela ne puisse pas s'arriver au Cameroun. Bon, jusqu'où allons-nous tenir? On espère tout simplement que les chefs d'État et les forces armées sont en train de travailler suffisamment pour que ça n'arrive pas. Tout au moins, nous prions également, parce qu'il n'y a que Dieu qui veille sur nous après les actions des hommes, que ça n'arrive pas chez nous. Oui, justement, parce que le Cameroun a été frappé à plusieurs reprises il y a quelques mois. On se rappelle de Fotokol, d'Achigacha et de plusieurs autres localités. On espère simplement, comme vous le soulignez tout à l'heure, que des mesures seront prises pour permettre que justement aux uns et aux autres de vivre dans la sécurité. Et on sait que le chef de l'État travaille davantage là-dessus. Est-ce qu'il est facile quand même de lutter contre une force aussi asymétrique? On ne sait pas d'où ils viennent, qu'est-ce qui se passe exactement, qui est de Boko Haram et qui ne l'est pas. Est-ce qu'il est facile? Ce n'est pas facile, c'est très difficile. C'est pourquoi c'est même quand vous ne pouvez pas combattre un adversaire que vous ne connaissez pas. Parce qu'il n'y a pas, ce n'est pas une autre armée qui est en face de vous et qui vous permet de déployer des stratégies. Les armes ne sont pas conventionnelles. Les armes ne sont pas conventionnelles pour pouvoir bombarder. C'est un ennemi que vous ne savez pas qui il est, d'où il peut être. Il peut être partout. Oui, il peut frapper partout, surgir de partout sans que vous nous attendiez. C'est pourquoi la stratégie de riposte, c'est d'abord la veille et la méfiance, parce que l'alerte surtout qui est donnée. Je pense qu'avec tout ce qui s'est passé à Chigacha et à Fotokol et autres, les populations, on sait quand même que les populations camerounaises en ont essuyé le lourd tribut, n'est-ce pas, de cette guerre, parce que beaucoup ont été contraints d'abandonner leur village, leur département pour pouvoir redescendre vers le sud du Cameroun. C'était un peu plus vers le bas. On constate également que le Nigeria, une bonne population du Nigeria également a quitté ce pays pour pouvoir se réfugier au Cameroun, où il y a, n'est-ce pas, une forme de calme, où la sécurité est un peu renforcée, où du moins Boko Haram éprouve un peu de difficulté à pouvoir venir frapper. Oui, surtout ces derniers temps. Ces derniers temps. Mais il y a un gros dispositif qui a été... un dispositif justement qui jusqu'à présent rassure quand même le Camerounais, il faut le dire. Donc c'est l'occasion de tirer un coup de chapeau à toute l'armée camerounaise qui sont déployée, toute l'armée déployée sur le front et qui font du bon travail. Il faut quand même dire que la semaine dernière, il y a quand même des ripostes à la frontière camerounaise. Entre le Nigeria et le Cameroun, les frontières, il y a eu des attaques qui heureusement ont été repoussées. Donc je pense qu'avec sans aucune perte en vie humaine côté camerounais. Sans aucune perte en vie humaine, il faut le rappeler. Comment peut-on comprendre justement, c'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais l'actualité nous l'oblige, on va en parler et pour sortir définitivement. Comment peut-on comprendre justement que le Tchad soit également victime, alors que à l'époque on parlait du Nigeria et du Cameroun, mais jamais du Tchad? Subitement sur le Tchad. Est-ce à croire que même le Bénin, qui s'est d'une manière ou d'une autre impliqué dans cette guerre asymétrique, pourrait également essuyer les revers de cette secte islamique? Selon certains historiens qui ont fait, n'est-ce pas, des études sur Boko Haram, pour comprendre que c'est la zone du Sahel que Boko Haram voudrait occuper plus exactement. Quand on parle de la zone du Sahel, vous voyez que c'est le nord du Cameroun, c'est un peu le Niger, c'est le Tchad, c'est la partie nord du Nigeria et un peu plus en bas le Bénin. Vous voyez que c'est une zone qui est circonscrite, c'est une zone qui serait riche en pétrole jusqu'à présent. Donc c'est une zone que voudrait contrôler ces terroristes pour l'instant, parce que ça permet, n'est-ce pas, de pouvoir asseoir leur hégémonie là-bas. Justement, il faut quand même rappeler que cette zone jusqu'à présent, la circulation était assez fluide à ce niveau, parce que aucun État ne maîtrise, ne contrôle ce territoire de manière fidèle. Et ça va permettre, n'est-ce pas, de pouvoir transiter, partir du nord Cameroun, du Tchad, transiter par le Nigeria et se retrouver de côté au Niger aussi. Donc maintenant que les États ont commencé à ouvrir les yeux pour pouvoir sécuriser les frontières avec ce qui s'est passé au Nigeria, il fallait bien que la sécurité soit renforcée à ce niveau. Donc du coup, il fallait bien qu'il y ait une coalition de forces, comme on a vu ces derniers temps, pour pouvoir lutter contre le Cameroun, le Tchad, le Bénin, le Niger aussi, qui au départ, quand on parle au départ de cette guerre, c'est d'abord le Nigeria uniquement. Ça en est suivi le Cameroun, et puis le Tchad qui s'est invité dans cette guerre. Maintenant, il est quand même difficile de pouvoir savoir comment est-ce qu'ils s'organisent. Mais ils ont essayé, les Boko Haram ont essayé une guerre frontale. Ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas résister face à l'armada qu'ils avaient en face, avec quand même des armées organisées, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, des armées suffisamment aguerries pour pouvoir combattre les ennemis en face, pour pouvoir combattre les ennemis en face. Maintenant, ils sont décidés de passer par
pas des frappes suspectes, c'est-à-dire que des frappes terroristes, on envoie un gars qui vient exploser et tuer avec plus de 100 personnes, plusieurs personnes en fait. Plus d'une personne, il faut le reconnaître. Donc, c'est là où ça devient difficile pour le Tchad également, qui, malgré les mesures, devait être mis sur pied. Il faut quand même dire que le Tchad a mis des mesures sur pied pour que ça ne se produise plus. La preuve, on a refoulé dernièrement plus de 400 ressortissants africains, parmi lesquels les Camerounais, les Nigériens et autres. Et il y a 200 Camerounais qu'on a refoulés qui n'avaient pas de papiers. Des mesures de sécurité prises pour que ça n'arrive pas, mais curieusement, on a frappé toujours, comme pour dire que le Tchad, peut-être l'ennemi est dans le fruit. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas, peut-être l'ennemi est déjà dans le feu et que vous vous souvenez également que le Tchad avait démantelé une usine de fabrication de bombes, de bombes traditionnelles. C'est-à-dire qu'il suffit seulement qu'on frappait les ceintures explosives qu'on mettait à des jeunes qu'on payait pour quelques francs CFA qui allaient se faire exploser sans toutefois savoir pour quelle mesure ils sont assignés. Donc on estime seulement que les mesures prises vont commencer à porter le fruit les jours à venir et que l'ennemi n'entrera pas au Cameroun. L'ennemi est presque là. Hein. Il est clair qu'on l'a vu, on l'a souligné d'ailleurs, avec des attentats de protocole d'Achigacha et tout récemment encore, l'armée camerounaise a dû batailler ferme pour repousser une attaque des membres de cette secte islamique. On espère simplement que beaucoup de choses en tout temps pourraient être suffisamment bien géré pour amener les Camerounais à vivre dans la sécurité totale parce que, justement, l'ennemi ne dort pas. Il y a des mesures qui ont été prises au niveau de l'État du Cameroun, au niveau même du ministère de la Défense. Et, il y a beaucoup de choses, même pour ce qui est du ravitaillement en termes de nourriture, des moyens de subsistance. Le Cameroun est suffisamment outillé maintenant. On espère quand même que beaucoup de choses vont évoluer davantage. Nous avons également sur ce plateau Marcus Mandeki. On l'annonçait d'ailleurs. Il est là. Bonsoir Marcus. Bonjour Thierry Nyopin. Bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Cameroun TV. Bonjour aux panélistes Hervé Ndjiri. Je m'excuse déjà pour le retard. Le week-end, généralement, on a plein d'engagements et à un certain moment, on ne voit pas le temps passer. Donc, je suis désolé pour ce retard. Notons que vous êtes militant de l'AFP, hein, l'Alliance des forces progressistes du Cameroun, candidat déjà aux élections municipales et législatives. Oui, je suis bien évidemment militant de l'AFP, parti politique dirigé par Maître Bernard Mouna. Vous savez, une élection, c'est quelque chose assez sérieux, c'est-à-dire qu'il faudrait bien la préparer longtemps à l'avance, il faudrait être au contact des populations longtemps avant les échéances. Voilà pourquoi, auprès des populations, auprès de ceux qui peuvent avoir une certaine influence sur le vote, j'ai trouvé bien de pouvoir déclarer ma candidature et de me mettre au travail pour pouvoir trouver une fin meilleure à cette échéance-là. Voilà, avec vous, nous ne parlerons pas de Boko Haram, mais on reviendra quand même sur la suite des événements tout à l'heure, parce qu'on a déjà suffisamment parlé de ce sujet, on en parlera dans d'autres occasions. Nous allons faire un tour du côté de la réalisation et on se retrouve juste après pour la suite du débat. Voilà, on va quelque peu permuter les sujets qui ont été posés sur notre table hein, et on va parler justement de la nomination de Séverin Tchonke comme président de la commission de délivrance de la carte de presse. Il a d'ailleurs été installé dans ses fonctions le 8 juillet dernier par le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari qui est revenu de long en large sur les missions qui lui sont assignées également. Les défis qui attendent justement les membres de cette commission, des personnalités qu'on ne présente plus, on reviendra de long en large justement sur ces différents aspects tout à l'heure. Le temps pour nous de faire un tour du côté de la réalisation pour écouter justement le reportage qui tourne autour de cette installation-là. Le ministre de la Communication a signé le 18 mai 2015 un arrêté nommant les 9 membres de la commission de délivrance de la carte de presse. Et le 3 juillet dernier, le Premier ministre a nommé à la tête de cette commission
Séverin Tchunke, le président du groupe de la Nouvelle Expression. Comme l'a si bien dit le ministre Issa Tiroma Bakari, les 10 plénipotentiaires qui ont pris fonction ce 8 juillet 2015 devront réguler la profession des journalistes autour de la délivrance de la carte de presse. Ainsi, ils devront procéder à une identification sans complaisance, sans faiblesse, sans aucune idée de connivence ou de partialité de ceux qui doivent accéder au mérite de la profession de journaliste. Nous essayerons d'ores et déjà de mettre certains des membres de la commission en mission pour expliquer dans les rédactions ce que nous attendons, à telle enseigne que dès que nous ouvrirons les dépôts de candidature, que chacun sache à quoi s'en tenir. Et nous ne ferons plaisir à personne. Il est temps que nous donnions corps à ce métier. Nous vivons dans un monde tellement délétère. Et aujourd'hui, incontestablement, la presse est un pouvoir. Il ne faudrait pas donc qu'on se serve de ce pouvoir pour nous déstabiliser. J'ai également rappelé au président, à toute la commission, la mission sacerdotale, celle qui consiste à faire de la presse, de manière générale, un instrument digne d'intérêt. À ceci, le ministre a demandé de mener une réflexion qui devra aller dans le sens d'une restructuration profonde de la commission, assurant le président Séverin Tchunke qu'il mettra à sa disposition pour le démarrage des activités un personnel administratif et technique en appui au secrétariat permanent. Quant aux questions financières, il a demandé à toute l'équipe de lui faire une estimation des besoins de fonctionnement pour le second trimestre de 2015 et de lui faire tenir un avant-projet de budget pour l'année 2016. Enfin, Issa Tiroma Bakari s'est réjoui de la qualité et de la compétence que recèle chacun des 10 plénipotentiaires, a donné l'assurance que le gouvernement aura une oreille attentive à leurs sollicitations pour la pleine réussite de leur mission. Voilà, nous avons assisté là justement à l'installation de Séverin Tchunke, le président de la Commission nationale de délivrance de la presse, qui aura pour objectif de redorer le blason de la profession de journaliste au Cameroun par une sélection, dit-on, rigoureuse de ceux qui y prétendent, une veille systématique de l'usage professionnel qui sera fait de la qualité conférée et en cas de nécessité par la déchéance d'éventuels contrevenants. Voilà, sont des mesures ou les missions qui ont été assignées à Séverin Tchunke et à toute son équipe. Quelles sont les chances? Je ne voudrais pas dire que les chances sont infimes. Non. Il y a quand même des chances, il y a des possibilités de gérer, de pouvoir gérer, d'organiser, n'est-ce pas, pour les journalistes au Cameroun. Il faut quand même dire qu'on a attendu longtemps que des mesures soient prises dans ce sens-là. Heureusement que le ministère de la Communication est responsable au parfum du désordre qu'il y a dans le métier de journaliste au Cameroun, a cru bien pouvoir choisir quelqu'un qui a une expérience capée, parce qu'il ne faut pas le douter. Séverin Tchunke fait quand même partie des premiers directeurs de publication au Cameroun qui ont combattu pour la liberté d'expression d'un. Il y a quand même un groupe de presse au Cameroun, télé, presse écrite et radio qui ont quand même un pignon sur eux. Ça veut dire qu'il a une forte capacité professionnelle à pouvoir gérer ça. Bon, maintenant, est-ce qu'il y aura donc tous les moyens pour réussir cette mission où a failli plusieurs autres personnes? Il faut quand même dire qu'il y a quand même 10 ans. C'est M. Samuel Kokaiwande qui était président de la commission de développement de la presse. Exactement, quand on crée cette commission. Bien sûr. Et on a attendu justement, on a eu des problèmes au niveau de la défense de ces cadres parce que les premiers à en avoir étaient des animateurs. Et ça a fait l'objet de beaucoup de contestations et ça a fait qu'on fout le pied dans ce sésame qui est important pour tout journaliste qui exerce de manière noble, de manière fidèle, tout en respectant les règles déontologiques et éthiques de cette profession. Alors, on retrouve justement encore au Cameroun des journalistes sans salaire. Et quand c'est bien le cas, ce sont des salaires qui ne sont pas du tout décents, ce sont des salaires qui ne sont pas dignes. Comme d'aucuns le diraient, il n'y a pas de convention collective. On a comme l'impression que les entreprises de presse fonctionnent sans un minimum
de capital social mobilisé. Marcus Mandeki, au regard de ces faits, est-ce que la problématique de la viabilité des sociétés de presse ne mérite-t-elle pas d'être posée avec beaucoup d'acuité et de manière froide? Bien évidemment, vous avez parlé de la convention collective qui avait été signée par plusieurs propriétaires d'organes de presse et qui malheureusement n'a jamais été appliquée par ceux-ci. Pour parler par exemple du président, du nouveau président de la commission de délivrance de presse, qui a de la carte de presse, qui a un groupe assez puissant, assez fort, c'est-à-dire Equinos Radio et Télé, et puis la Nouvelle Expression. Il faut se poser la question de savoir comment est-ce que ceux qu'il considère comme journalistes dans son groupe de presse sont traités. Est-ce qu'ils ont un contrat? Est-ce qu'ils ont un salaire minimum? Peut-être M. Hervé Ndjile, qui fait partie d'un de ses collaborateurs, peut-être peut nous en dire plus. Donc, le problème est assez profond. Il ne se limite pas qu'à la délivrance d'une carte de presse. Il faudrait déjà que ceux-là qui, au quotidien, travaillent pour la presse, c'est-à-dire les caméramans, les monteurs, les réalisateurs, les journalistes, bref, tous ceux qui font partie de la corporation puissent véritablement jouir du travail qui est le leur. Moi, je vois des journalistes travailler de 5 heures à pratiquement 23 heures minuit, mais qui ont des difficultés à payer leur loyer, qui ont des difficultés à envoyer leurs enfants à l'école. Ça, c'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'avoir une carte et courir dans les rues pour dire qu'on est journaliste. Ça, c'est pas très intéressant pour le professionnel de la presse. Le professionnel de la presse a besoin d'être assuré, c'est-à-dire qu'il soit enregistré au niveau de la CNPS, qu'il puisse avoir un salaire décent, qu'il puisse avoir le matériel pour pouvoir exercer effectivement et dans de très bonnes conditions son boulot, qu'il puisse être assuré d'avoir un certain nombre d'ouvertures de la part des pouvoirs publics, parce que jusqu'à aujourd'hui encore, surtout les journalistes de la presse privée ont d'énormes blocages. Lorsque vous vous présentez comme un journaliste de la presse privée, on ne peut pas vous donner un certain nombre d'informations dans les bureaux administratifs, on ne peut pas vous donner accès à un certain nombre de documents. Ça, ce sont les problèmes que vivent les journalistes. Et moi, je dis, seuls les journalistes sont mieux placés pour défendre leurs intérêts, pour défendre l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous qui vivons au quotidien avec ces gens-là, nous disons, les patrons de presse ont encore beaucoup de choses à faire pour permettre que leurs collaborateurs puissent quand même leur servir la nation dans des conditions normales. Bon, maintenant, quant à cette commission-là, je ne pense pas qu'elle fera des choses extraordinaires. En tout cas, nous reviendrons sur les différents aspects tout à l'heure, si vous le permettez. Marcus Mandeki a décrit de manière peut-être prosaïque, je dirais, l'environnement dans lequel vivent les journalistes. C'est un environnement totalement sclérosé par des pratiques qui méritent justement d'être posées sur la table du débat. On parlait des salaires de catéchistes, parfois, des salaires qui n'existent pas. On parlait également de cette convention collective qui n'arrive pas à être appliquée alors que tout avait été fait à ce niveau. On parle même de ce que Marcus Mandeki n'a pas semblé souligner, de la non-application des accords de Florence par le gouvernement. Il y a donc beaucoup de travers et qui continuent à plomber la pratique même du métier. À quoi servira une carte de presse dans un environnement aussi sclérosé, comme je le soulignais tout à l'heure? Une carte de presse, déjà, il faut permettre d'identifier le journaliste lui en question, parce que vous savez qu'au Cameroun, le journalisme reste le seul métier où tout le monde peut faire. Et tout le monde le fait d'ailleurs. On se lève un matin, on est fatigué de son boulot de forgeron. On décide, n'est-ce pas, d'aller être journaliste parce qu'on a un ami qui s'appelle Thierry Nopé, qu'on peut facilement, à qui on dit bonjour de temps en temps quand il y a une conférence au savoir ou bien on croit par là, ou bien quand on le rencontre. On décide de le suivre. On devient donc de ce fait journaliste au Cameroun. Pourtant, ce journaliste, c'est un métier. Qui peut prétendre être médecin? Qui peut prétendre être avocat? Ce n'est pas reconnu par l'ordre. Personne. Il n'y a que dans le métier de journaliste qui recrute des gens au jour le jour sans savoir comment, sans toutefois apprécier les compétences des uns et des autres. Il faut dire que notre métier connaît des problèmes parce que le ministère de la Communication lui-même a ouvert le vannes à tout cela. En faisant passer le régime, n'est-ce pas, la création des entreprises de presse du régime des déclarations,
de régime d'autorisation au régime de déclaration. On a ouvert de vannes à tout cela. Ce n'est pas le ministère de la Communication. Oui, en fait, ça c'est la loi des... En fait, ce sont les autorités. Oui, les autorités camerounaises, autant pour moi. Ça c'est la loi de 1990 sur le régime de la presse au Cameroun. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, tout le monde est EDP sans avoir sans avoir la moindre capacité de gérer, ils ne respectent même pas les éléments qui sont demandés pour pouvoir créer une entreprise de presse ou bien une entreprise de presse, ou du moins un organe de presse. Déjà, quand on vous dit que dès que vous avez déposé votre déclaration, la réaction du préfet, vous avez 6 mois après, que le préfet ait dit oui ou non, monsieur, vous avez autorisation de vous fonctionner. C'est-à-dire que maintenant, vous informez seulement que je suis dans Tambion Journal Info, et du coup, je me mets à apparaître pourtant. Oui, mais là, c'est pour la presse privée. Là, c'est pour la presse écrite. Ça, c'est pour la presse écrite. Justement, ça, c'est pour la presse écrite. Mais c'est dans la presse écrite, justement, qu'on retrouve tout cela, à majorité. Vous allez voir un journal qui apparaît le jour qu'il peut. Mais il est quand même sur le marché. Il m'appelle Ibu News Info. Je suis directeur de publication de Ibu News Info. Vous avez votre malade dans votre sac. C'est comme ça que vous paraissez le jour que vous pouvez. Or, quand on sait justement que la presse a un rôle social, informer, éduquer les citoyens, je pense qu'il était temps que l'on puisse commencer à faire le tri, à dératiser cette profession. C'est sur ce même plateau, le 3 mai, le jour de la célébration de la journée internationale de la presse. Je vous avais peint le tableau. Je vous rappelle que 60%, pour ne pas dire 70%, des journalistes au Cameroun partagent l'environnement avec les souris et les moustiques, ce sont les dernières statistiques de 2014, faites par une enquête menée par le syndicat national des journalistes du Cameroun. Pour faire comprendre que pour ne pas dire 3% ou 4% maxi, ont un contrat de travail. Comme pour vous dire que la situation est tellement poreuse parce qu'on a permis tout et tout dans cette profession. Je pense que la carte de presse vient permettre que les vrais journalistes, et j'espère que la commission mise sur pied, installée le 8, travailleront à ce que ce soit les vrais journalistes qui puissent en bénéficier parce que la carte de presse vous donne quand même certains avantages. Lesquels? Parce que pour l'instant, ils ne sont pas clairement spécifiés. C'est même ce qui était posé je précise. Dans la commission Sami Wandé, parce que les journalistes avaient estimé que la carte de presse ne donnait droit aucun avantage. Si, je le précise. Tel que les thèmes sont fixés et respectés. Un détenteur de la carte de presse a droit aux réductions au niveau des transports. Vous voyagez pour voir, vous êtes un journaliste. Vraiment, il faut qu'on s'entende là. Vous avez droit à certaines réductions. Vous avez un bus VIP qui a... Bon, mais il faudrait déjà que les différents ministères s'entendent à ce niveau. Je crois qu'ils sont donc en train de travailler par rapport. Je pense que, à écouter, c'est vrai que lors de la cérémonie d'installation, il a donné 6 mois. Alors, justement, 6 mois pour qu'on puisse en aller. Je voulais juste en disant, à côté de ça, on sait que vous appelez à vous mouvoir. Vous allez à Cameroun, pour prendre un face, vous allez vous voyager pour une enquête. Sans aucune publicité, bien sûr. Oui, bien sûr, sans aucune publicité. Vous avez droit à certaines réductions. Vous allez vous héberger, vous allez quelque part parce que vous êtes journaliste. Cette carte vous permet d'avoir cette réduction au niveau de l'hébergement. Je pense que ne serait-ce qu'à ce niveau. Ça permet aux journalistes qui... C'est dans les principes encore. C'est ça les principes. Je reviens à vous. Moi, je crois qu'il y avait un peu... Il est un peu utopique. Il est dans un autre monde. Pourtant, il sait très bien que nous sommes au Cameroun. Il sait très bien que en fait, le fait d'avoir cette carte-là ne vous donnera vraiment pas ces avantages-là parce que parce qu'il faudrait bien que l'État du Cameroun puisse entrer en contact avec tous les acteurs sociaux là et prendre cette décision-là parce que l'établissement hôtelier qui vous fera des réductions, quelle sera la contrepartie, par exemple au niveau du fixe ou bien d'autres éléments. L'agence de transport qui vous fera ce rabais-là, en contrepartie, qu'est-ce qu'elle aura? Pourtant, ces charges seront pratiquement les mêmes. Donc, il faudrait que les pouvoirs publics puissent s'asseoir d'abord avec ces acteurs sociaux-là, définir les différents angles de collaboration et puis maintenant mettre en application ces tests-là. Et en plus, moi je suis un peu choqué que vous puissiez dénoncer la loi 90/93 sur la libération de la liberté de la presse et la liberté d'association de manière générale. Il faut noter quand même que c'était une avancée. Pas de la part de l'exécutif, mais du législateur. Parce qu'il fallait quand même que les gens s'expriment.
il fallait, parce que nous sommes dans un pays où, pour ouvrir une entreprise, à un certain moment, il fallait des années. Pour entamer un dossier, ça prenait énormément de temps. C'est tout à fait normal que pour avoir un organe de presse, que ce soit aussi facile. Maintenant, il revient aux journalistes, ceux dont vous dites qui sont des vrais journalistes, de dénoncer justement des fauteurs de troubles. Vous ne dénoncez jamais, vous dites on. Ceux qui ne sont pas des journalistes viennent là. Vous ne dénoncez jamais. Regardez par exemple quand vous allez chez les avocats au barreau, lorsque vous avez quelqu'un qui entre par infraction, il est dénoncé, il est radié. Lorsque vous allez chez les médecins, vous avez quelqu'un qui essaie de pratiquer sans autorisation ou alors sans avoir la légalité de pouvoir le faire. Il est dénoncé et parfois traduit même devant les tribunaux. Vous qui dites que vous êtes des vrais journalistes là, donnez-nous les noms des directeurs de publication qui n'ont pas qualité à pouvoir exercer, ou des journalistes qui n'ont pas qualité à pouvoir exercer, et que nous prenions acte et que nous les dénoncions parce que nous sommes les consommateurs. Ce serait dangereux pour nous tous les jours d'aller devant les kiosques à journaux, acheter un journal qui est rédigé par quelqu'un qui ne respecte pas la déontologie, qui n'a pas la qualité à pouvoir le faire. Ça voudrait dire que nous entrons dans la désinformation et ça, c'est très dangereux. Donc, vous qui êtes journaliste, c'est vous qui avez le droit de pouvoir tamiser au maximum. Personne d'autre ne viendra dans votre famille pour pouvoir mettre les choses au clair. Ce n'est pas les pouvoirs publics, surtout que les pouvoirs publics ou alors le gouvernement a intérêt même à ce que votre profession soit un peu trouble pour davantage vous manipuler. Donc vous qui êtes conscients, vous qui dites que vous êtes des super journalistes, des vrais journalistes, dites-nous qui vous écoutons, qui vous lisons tout le temps que ceux-là, X-là, ne sont pas des journalistes et nous allons prendre voilà, vous avez suivi la diatribe de Marcus Mandeki qui est suffisamment pertinent à ce niveau parce que quand même, hein, on a comme l'impression que les journalistes sont responsables de leur propre turpitude. Les journalistes responsables de leur propre turpitude, je dirais en partie, pas totalement. Il faut quand même dire que le métier de journaliste est encadré au Cameroun par le ministère de la Communication. Moi, je le disais. Et si vous avez suivi Chachiro Madjoran à la cérémonie d'installation de la commission de la carte de presse, des membres de cette commission, il a fait comprendre qu'il faudrait qu'un certain type de journalisme cesse au Cameroun. Le hiltonisme, c'est pas moi qui ai inventé ce mot. Ça veut dire qu'on est suffisamment clair du fait qu'il y a ces journalistes qui n'ont pour bureau, pour lieu d'exercice de leur profession, que les lieux où souvent se tenir des conférences. Juste un rappel, hein, même dans les grandes démocraties, les grands pays, être dans un hôtel ne signifie pas nécessairement qu'on n'est pas bon journaliste, parce que c'est justement dans ces endroits que se trouve la bonne information, et c'est même dans ces endroits que les agents des services secrets sont le plus. N'oubliez pas que les journalistes de plus en plus sont assimilés à cela. Donc, je voulais chuter Thierry en disant, c'est juste une précision. Je voulais chuter en disant, quand vous êtes journaliste, et puis vous n'avez pour seul bureau, pour seul lieu d'événement, que le lieu où se organisent les événements, ça veut dire que, en fait, vous n'êtes pas journaliste, vous ne faites pas les investigations. Ça, c'est clair. Il faut le rappeler. Pour un journaliste de conférence, or, le citoyen lambda qui a besoin d'être informé sur les cas qu'il y a à manquer permission, par exemple, c'est que vous n'aurez pas cette information. Or, c'est là où se trouve l'information parce qu'il faut sensibiliser. Quand le ministre de la Communication évoque ce sujet, c'est pour dire qu'il faudrait bien dératisser cette profession qui est mal. Le journaliste au Cameroun est malade. Nous sommes d'accord. Ben, est-ce que le journaliste, lui, Hervé Villan, qui travaille à Nouvelle Expression, a-t-il le pouvoir de le faire? Non, je pense qu'il a mis une commission. La commission, au niveau de la délivrance de la carte de presse, ce sera le premier niveau de sélection. Mais Hervé Villan, juste une précision. Oui. Vous parlez comme si la commission vient à peine d'être créée. Mais non, la commission existe depuis 2002. La commission ça fait exactement 13 ans. Ça fait 13 ans. Avec le président Richard Kokrasamouane, l'ancien directeur général de Radio Cameroun et même d'Equinox Radio. On est tout à fait d'accord. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Cette commission a échoué. Il faut le dire. Mais pourquoi elle a échoué? Elle a échoué parce que il faut dire quand même que sur le plan, il faut commencer par définir la notion de journaliste au Cameroun. Quand on parle au niveau de la définition, de manière étymologique, qu'est le journaliste au Cameroun? La précision au niveau de la définition, la précision au niveau de la définition, on n'en a pas encore. On vous dit clairement que la définition qui varie est journaliste au Cameroun, celui qui traite, collecte et diffuse des informations au quotidien et qui vit, n'est-ce pas, qui prélève l'essentiel de ses ressources. Mais en même temps, le journaliste est un métier libéral qui n'est pas seulement exercé au Cameroun et qui également fait appel justement à l'ouverture avec tout ce qu'on a comme organisation internationale. Beaucoup de journalistes au Cameroun ont maintenant des cartes internationales. Comment juguler justement tout cela? Je vais repréciser cette définition qui permet, n'est-ce pas, de revenir. Un journaliste au Cameroun
même s'il faudrait revoir cette définition pour qu'on puisse s'entendre de manière définitive sur les termes. Un des journalistes au Cameroun, c'est lui qui collecte, traite et diffuse des informations au quotidien et qui prélève l'essentiel de son revenu. C'est même une définition universelle. Bon, maintenant, vous savez que chaque monde a dans son contexte, je pense que chaque fois qu'on a une définition, il faudrait bien le contextualiser par rapport au Cameroun. Et je pense que c'est ce qui manque encore. Et j'ose croire que la commission des défense de cadre de presse qui a été mise sur pied, dont le président Séverin Tchouké, ne va pas faire de la magie. Mais lui-même a déclaré qu'il va faire ça l'ennemi avec ses amis, mais pour une bonne cause. Comme pour dire qu'il y a beaucoup qui font cette profession qui n'ont pas la casquette, qui n'auront pas la carte de presse. Et j'ai dit ce sera un élément des traits, c'est une forme des traits, premier niveau. Et après, on verra comment la suite va se poursuivre, parce que j'estime que Issa Chiroma, qui a certainement pour ambition de pouvoir dératiser la profession, a certainement commencé le travail en amont. Maintenant, est-ce que ceux-là, à qui on vient de donner cette lourde mission, pourront s'en sortir? Déjà, sur les réseaux sociaux, vous avez vu les critiques qui ont commencé. On va parler de la critique tout à l'heure. Mais avant que nous parlions de ces critiques, juste une précision, Marcus Mandeki. Oui. Comment peut-on comprendre justement que cette commission a été créée depuis 2002, il n'y a pas eu d'avancée significative. Hervé Villard-Ndjélé le disait encore tout à l'heure, et on revient. C'est vrai, on change des hommes, mais on ne change même pas la structuration de cette commission qui avait été créée par décret du Premier ministre en 2002. Est-ce qu'on va faire Est-ce que c'est vrai que pourra faire le miracle en lieu et place, ou opérer un miracle que Richard Ekokassam Mwandé n'a pas pu faire? Bon, il faut déjà dire que la carte de presse ne concerne pas uniquement les journalistes. La carte de presse va concerner tous ceux qui... Les journalistes tous ceux qui sont dans les métiers de la presse. Compris. Donc maintenant, concernant la commission, vous savez, chez nous, on a l'habitude de ne pas tirer les conséquences de nos échecs et parfois des victoires que nous avons, même si elles sont extrêmement rares. Vous savez, est-ce que nous nous sommes posé les bonnes questions? Pourquoi est-ce que cette commission-là, sous la présidence du doyen Richard Sam Ekoka Ewande, n'a pas du tout marché? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas marché? Est-ce que nous nous sommes posé cette question? Est-ce que ceux qui ont pris les nouvelles responsabilités aujourd'hui ont reçu des réponses à ces questions-là? Je crois que pas du tout. Nous avons la culture du poste. Nous aimons bien les nominations, nous aimons bien les médailles. Ça, c'est ça qui nous honore. Mais parfois, on ne prend pas conscience des charges qui sont véritablement les nôtres. Parce que avant de prendre des responsabilités, il faudrait bien vous poser des questions si les moyens ont été mis à votre disposition, si les portes vous seront ouvertes pour l'accomplissement de ces missions-là. Parce que nous avons aussi de l'honneur. Par exemple, Séverin Tchouké, c'est un grand homme aujourd'hui dans le milieu de la presse. On connaît les combats qu'il a menés dans les années 90. Je doute fort qu'il puisse prendre ce cadeau, entre guillemets, un peu empoisonné. Mais de toutes les façons, moi, je lui souhaite bonne chance. Mais la première responsabilité, reviendra pas à la commission, mais aux journalistes. Ceux qui se disent journalistes dignes, ce sont eux qui doivent en premier aider la commission à faire effectivement son travail, sans état d'âme. Alors, Hervé Villard-Ndjélé, vous avez bien compris, hein. Richard Ekoka était quand même, jusqu'à la nomination du nouveau président, Séverin Tchouké, qui est d'ailleurs votre patron. Le président de cette commission, on a appris en temps qu'il avait démissionné parce qu'il n'avait pas supporté la pression qu'il avait subie de la part d'un certain nombre de membres du gouvernement. Il a également démissionné parce qu'il n'avait pas les moyens qu'il fallait justement pour gérer cet aspect. On a même appris, on le sait d'ailleurs, beaucoup de journalistes se sont insurgés pour ce qui est de la manière avec laquelle la carte de presse était délivrée. Également parce qu'il y a des frais qu'on demandait justement aux journalistes pour avoir accès à ce précieux sésame-là. Avez-vous comme l'impression que les choses, que les choses ont changé en tout temps? Est-ce que Séverin Tchouké aura les moyens pour mener à bien cette politique? On n'a pas donné à Séverin Tchouké une voiture sans carburant. Ça, il faudrait être un sorcier pour le savoir. Je pense que mon patron, que je connais un peu mieux que les autres, est suffisamment aguerri en termes de capacité intellectuelle, ça je n'en doute pas. Surtout qu'il a entouré des autres membres de cette commission.
Quand vous voyez la cassette d'Ibrahim Chérif, c'est pas quand même Hervé Villandil qui est à côté. Non, ce sont des gens quand même qui sont le directeur de poste newspaper également. Ce sont des gens qui ont quand même roulé leur bout dans ce métier et à côté des autres. Bon, maintenant, la question qui se pose, si nous on ne leur laisse pas le temps pour travailler, on ne saura pas. Le bilan, c'est nous avons renvoyé dans les 6 prochains mois pour voir les premières actions. Maintenant, tout ce qu'on peut vouloir, c'est juste leur souhaiter bon vent. Interroger les moyens, je suis sûr que si ça ne va pas, je ne passe pas par 4 semaines pour le dire. Si mon patron se rend compte un temps soit peu, qu'il n'a pas le coup de franche pour le faire, je suis sûr qu'il va jeter l'éponge avant le temps, vous rassurer. Alors, oui, il vous dira carrément que non, vraiment, j'ai demandé telle chose pour fonctionner, ça ne va pas. Et je suis qu'il n'a pas sa langue il ne fait pas dans la langue de bois. Il vous dira que j'ai demandé telle chose pour travailler. On l'espère, parce qu'on sait également que Richard Ekokassam Wande était reconnu pour sa droiture et pour sa capacité à implémenter un certain nombre de choses et l'échouer. On ne souhaite pas que ce soit le cas pour la commission Séverin Tchouko, mais à peine nommée. La commission essuie déjà quelques contestations. Le premier à être monté au créneau est le président national du syndicat des journalistes du Cameroun, organisation syndicale, ça je le souligne encore tout à l'heure, la plus représentative dans le secteur des médias qui revendique au bas mot près de 500 membres et au Cameroun. Denis Kwebo, le président du CNJC, s'oppose à cet organe qu'il qualifie de pro-gouvernemental. Il note d'ailleurs qu'au Sénégal et à Paris, et en France, je veux dire, la carte de presse est délivrée par une commission paritaire. Alors, quand on regarde justement un professionnel comme Denis Kwebo, qui est le président d'un syndicat aussi important que le SNJC, dénoncer la mise en place ou la manière qui a précédé la mise en place de cette commission, peut-on croire dans cet environnement que M. Tchonke a des coups de franche pour mener à bien cette opération? Oui, vous comprenez déjà qu'il y a eu un échec, c'est-à-dire un échec au niveau du consensus. Je crois que quand des grosses décisions comme ça doivent être prises, il faudrait des concertations, c'est-à-dire il faudrait que le ministre en charge de la communication puisse entretenir un dialogue avec les organisations syndicales du secteur donné, avec le patronat du secteur, bien évidemment, et avec aussi les employés du secteur. Donc, compte tenu de la réaction du président du syndicat des journalistes du Cameroun, qui est l'un des plus grands syndicats, tel que vous l'avez souligné là, cela démontre à suffisance qu'il y a eu un manque de communication assez grave qui peut ne pas permettre au nouveau président de la commission d'exercer pleinement son rôle, parce qu'il y aura inéluctablement des réticences vis-à-vis du syndicat, vis-à-vis des employés. Mais cela peut se rattraper, c'est-à-dire l'erreur peut se corriger. Parce que si le président de la commission a un peu d'humilité, je crois qu'il peut aller vers les employés, il peut aller vers d'autres patrons de presse pour dire asseyons-nous autour d'une table et essayons de voir les solutions pour aider notre corps de métier, c'est-à-dire le corps de métier auquel ils appartiennent tous. Je crois que ce sera une très très grande chose s'il associe tous les acteurs de cette profession qui nous est très chère. Alors, mais reste également à savoir que les autres accepteront ou l'accepteront comme tel, parce que le syndicat ou le président du syndicat, Denis Kwebo du SNJC, souligne que le syndicat est affilié à la Fédération internationale des journalistes et ne peut pas du tout accepter que le gouvernement de la République du Cameroun se charge de délivrer des cartes de presse par personne interposée aux journalistes. On a comme l'impression que là, Denis Kwebo veut jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, il se met dans une position radicale pour démontrer quand même sa colère de n'avoir pas été consulté, que son avis, l'avis du représentant d'un syndicat des journalistes n'ait pas été pris. Mais je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut revenir sur ces mots si la main lui est tendue par son aîné d'âge et son aîné aussi
dans Il ne dénie d'ailleurs pas la qualité le milieu de la professionnalisme, profession, et même aussi qui est un patron de presse. Je crois que j'ai dit tout à l'heure que si le président de la commission, M. Séverin Tchunke, fait acte d'humilité et va avec ces personnes-là, ils viendront déjà parce que c'est leur aîné sur le plan professionnel et sur le plan d'âge. Et maintenant, il va poser un certain nombre de choses sur la table afin que, de manière consensuelle, tous puissent prendre des décisions qui s'imposent pour le bien-être des journalistes, mais aussi pour que les consommateurs que nous sommes puissent davantage consommer les meilleurs produits. Alors, on va sortir peut-être par ce propos de Nekwebo. Il dit que, comme cela se fait dans le monde entier, la carte de presse qui matérialise la reconnaissance des pairs ne peut être délivrée à un journaliste que par une organisation de pairs au sein d'une commission paritaire constituée des représentants élus, des patrons de presse et des représentants des employés de presse. Toute commission qui ne comprend pas cette cartographie-là est nulle et de nul effet. Êtes-vous de cet avis? Je souris tout simplement parce que mon grand frère Denis Kweboké, le président du SNJC, association du corps du journaliste auquel j'appartiens. Voilà. Je ne suis pas solidaire. Il faut quand même dire que ce qu'il dit relève de Paris. Paris a ce qu'on appelle un tribunal des pairs, mais c'est au Cameroun un tribunal des pairs. Il n'y en a pas au Cameroun. Il ne faudrait pas qu'on copie. C'est un exemple. Ça c'est le prototype. Comment ça, ce prototype de ce qui devait être si le métier du journaliste était organisé. Parlant des syndicats, au Cameroun, il n'y a pas un seul syndicat de journalistes, il faut connaître. On n'a pas dit qu'il y en a qu'un seul. Ouais, non, où est-ce que je veux en venir? Je veux juste dire que, même au niveau des syndicats, ils ne s'entendent pas. Vous avez au Cameroun, vous avez l'UJC, vous avez le syndicat des SJEC. Il y a au moins 4. Déjà, ces syndicats ne s'entendent même pas. Pour vous montrer jusqu'où va le mal-être dans cette profession. C'est-à-dire que pensez avoir un tribunal des pairs. On a eu l'idée à une époque, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'à cause des problèmes d'égoïsme et d'égocentrisme. C'est même ça qui pourrit cette profession, il faut le dire de manière honnête. C'est pas moi qui ai été nommé, non, ce qui vient n'est pas forcément bon. Non, vraiment, moi je pense que disons nos égos personnels et sont devoir sauver la profession qui est la nôtre. Parce qu'après nous, déjà exercerons cette profession et du coup, il faudrait dératiser. Alors, moi je pense que la question qui doit être posée, n'est-ce pas, c'est qui aura droit à la carte de presse? Parce qu'il faut donner, c'est un sésame. Le sésame n'est précieux que si celui qui possède ce sésame l'utilise comme tel. Bien sûr. C'est un sésame, il ne prend son caractère précieux que si vous considérez que vous avez un sésame en main. La carte de presse ne fait pas le journaliste. Vous êtes d'abord journaliste avant d'être reconnu comme tel. Or, pour être journaliste, pour être reconnu comme tel, il faut que vous exerciez d'abord bien votre métier. Oui. Je suis que quand M. Marcus Mandeki va regarder va faire regarder la une des journaux à la presse, il a des priorités. Il regarde certes tout, mais il commence d'abord par 1, 2, 3, 4 en fonction de ce qui taxe de sérieux. C'est-à-dire que le consommateur n'est pas un consommateur abruti. Le consommateur est un consommateur avéré. C'est-à-dire que de manière logique, de manière naturelle, la sélection, elle s'établit. Ben maintenant, pour délivrer la carte de presse, il faudrait que ce soit fait, que ce soit délivré également aux journalistes qui sont reconnus comme tels, et à la fois par les consommateurs également, parce que quand vous exercez Thierry Nopé, je pense qu'on sait que vous êtes journaliste, vous faites du bon travail, on va l'apprécier. Et maintenant, je pense que c'est la première mission que va mener, n'est-ce pas, tous ceux-là qui, les membres de cette commission, mettre sur pied les critères d'octroi de cette carte. Les critères existent depuis 2000. Les critères existent, mais ça c'est 2002, nous sommes en 2015. Les choses ont beaucoup évolué. Les choses évoluent, les choses avancent. Et donc forcément, il y a des choses... Il y a également la presse cybernétique qui échappera également à ce type de contrôle. Vous voyez qu'en 2002, on avait cette presse cybernétique, mais on n'avait pas autant d'audience, autant de popularité. On ne s'y intéressait pas autant. Monsieur Hervé Dillet, pour publier par exemple votre blog, parce que je sais que vous en avez un, vous n'aurez pas besoin d'une carte de presse. Je n'ai pas besoin d'une carte de presse. Et mais cette information n'est pas contrôlable. Je suis sûr que Marcus Mandeki lit le hervévilla.com parce qu'il sait que quand il vient là-dessus, l'information qu'il a, ce n'est pas du n'importe quoi. C'est de l'information fouillée. Et c'est pourquoi il Donc la carte de presse n'est pas une priorité. Non, la carte de presse... Il y a des problèmes plus importants. Je disais tout à l'heure, la carte de presse ne donne pas au journaliste son titre. C'est qu'un élément... C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Ça veut dire que vous êtes d'abord journaliste, vous exercez votre profession. Alors, mais le président du SNJC soulignait plus loin que toutes les personnes, tous les membres du SNJC, notamment vous, éligibles à l'obtention de cette carte, ne sollicitent point une nouvelle carte auprès
du gouvernement? Je vais dire une chose. Hein. Parce que vous avez déjà une carte internationale, ça il faut le dire. Nous avons une carte internationale, c'est vrai, mais je vais vous dire qu'au sein du SNG aussi, nous connaissons aussi nos nombreux problèmes. Aujourd'hui, on est dans la phase de sensibilisation. On vous le disait encore, les 3 mois étaient ensemble. Parce qu'en vrai, on n'a pas, on n'a pas tous ces cartes. Oui, hein. on a besoin tous, n'est-ce pas, d'abord de recenser les journalistes au Cameroun. Et parmi les journalistes, vous savez qu'il y a les bons, les moins bons et les plus bons. Ça veut dire que c'est comme tout produit. Il y a même comme des mauvais. Il y en a des mauvais. Et est-ce que SNGC, qui est encore en train de se constituer, on a déjà des mesures de sanctions pour pouvoir retirer des cartes aux gens? C'est une stratégie qui est en train d'être mise sur pied. Je pense que la même critique qu'on est en train de faire à la commission de défense la carte de presse qui est mise sur pied peut être également faite au SNGC. Donc au moment où nous sommes en train de parler, on est en train de vouloir... Le Cameroun est indépendant il y a environ 60 ans, 50 ans, environ 53 ans. 53 ans pour être précis. Des choses sont en train d'être faites. Il ne faudrait pas donc penser qu'on n'a pas d'avenir. Et pour grandir, il faut bien tomber et faire des erreurs pour pouvoir améliorer demain. Et je pense qu'avec la commission qui a été mise sur pied, il y a des lieux d'espoir. Permettons à ces 14 membres de pouvoir donner la chance faisons savoir qu'on croit en eux, qu'on compte avec ce qu'ils vont faire. Après, n'est-ce pas, les premières actions posées, là, on pourra tirer de tous les rafales. Doit-on juger le maçon Pésimur, Marcos Mandeke, pour sortir? Oh ben, on peut le dire pour se consoler, mais les éléments en notre possession nous permettent de dire que cette commission a très peu de chances de pouvoir rendre son tablier avec un résultat assez positif. Permettez-moi de relancer. Permettez-moi, c'est pour dire, oui, il est défaitiste. Je vous rappelle que quand les Lions en table allaient à la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, justement, personne ne croyait une victoire. Hein. Donc, cela a été dans une surprise. Donc vous comprenez donc que si cette commission réussit, ça sera une surprise, non, ça sera un exploit. Non, ce ne sera pas un espoir, parce que moi j'ai dit, n'est-ce pas, ne tuons pas l'espoir qui est en jeu. Donnons-leur chance. S'ils échouent, ils échouent avec fracas et on dira... De toute façon, personne ne va leur empêcher de mener à bien leur mission. Ils échoueront de leur propre volonté. Et ils ont le droit d'échouer, ce sont des hommes. Non, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit d'échouer, ce sont des hommes. C'est-à-dire faillibles. Ils sont peut-être faillibles, mais n'ont pas le droit d'échouer parce que justement, on les attend au pied du mur. Il y a beaucoup d'espoirs qui ont été placés en eux au moment de leur installation par le ministre de tutelle, Issa Chiroma Bakari, qui est revenu justement de long en large sur les missions qui sont assignées à Séverin Tchonke et à toute son équipe. Avec votre permission, nous allons justement parler d'une autre actualité qui a fait jaser toujours. Le 8 juillet dernier, il s'agit d'un arrêté qui avait été signé par le Premier ministre chef du gouvernement portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi de la mise en œuvre des mesures d'assainissement de la gestion des droits d'auteur de l'art musical, composé en effet de 13 membres désignés par des institutions étatiques ainsi que des représentants des sociétés de gestion des droits d'auteur. Il comptera également en son sein des présidents des syndicats légaux des ayants droit de l'art musical. Il sera placé sous la stricte supervision du secrétaire général des services du Premier ministre, lui-même plafonné par le chef du gouvernement au grand dam de Ama Toutoumuna, qui n'est autre que la ministre en charge des arts et de la culture. Voilà donc pour ce qui est de cette autre commission qui a fait jaser, je le souligne encore il y a quelques instants. Est-ce que de par la constitution, Marcos Mandeki, de ce comité nouvellement créé par Philemon Yon, on a comme l'impression que le Premier ministre veut mettre en course ou à l'arrière-plan Madame Toutoumuna? Bon, quand vous lisez sur la forme et dans le fond même déjà cet arrêté, vous allez comprendre très bien qu'il est illégal. Il est illégal parce que le Premier ministre parle des sociétés de droits d'auteur légalement reconnues. Les textes du Cameroun disent qu'on ne peut qu'avoir une seule société de droits d'auteur sur le plan musical. Et il parle de la SOCAM et de la CMC. Et nous savons très bien qu'il y a une décision de justice de la Cour suprême qui avait pris une décision pour reconnaître la légalité et la légitimité même de la CMC en tant qu'unique société de droits d'auteur. Comment comprendre donc que le Premier ministre nous parle aujourd'hui de deux sociétés de droits d'auteur légales, alors qu'on sait très bien que l'État du Cameroun ne peut qu'attribuer un seul agrément à une seule société de droits d'auteur. Donc, personnellement, je crois qu'il y a beaucoup d'irrégularités, beaucoup même d'illégalité dans l'arrêté du Premier ministre. Et je crois aussi que
nous sommes en train, de par la lecture de ce test-là, d'observer une véritable guerre de lobbying. Parce que, en vérité, lorsque nous sommes dans un état normal, où chaque ministre, sous la couverture, bien sûr, de son Premier ministre, pose des actes, lorsque votre Premier ministre vous met un peu en difficulté, la seule position que vous devez prendre, c'est de démissionner. Lorsque vous sentez que vous n'avez pas été accompagné, lorsque vous sentez que vous n'avez pas été adoubé par votre chef de tutelle qui est le Premier ministre. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une guerre des réseaux qui est en train d'être menée derrière le droit d'auteur. Mais, comme je l'ai dit, nous observons très rarement des victoires sur un certain nombre de choses aujourd'hui. Et je ne vais pas laisser M. Evans, je l'ai dit encore une fois de plus que je suis défaitiste, mais je sais que nous allons revenir à autre chose et que la montagne, une fois de plus, accouchera d'une souris. Alors, on note quand même dans l'article 5 de ce qui a été publié, de l'arrêté qui a été publié par le Premier ministre chef du gouvernement, notamment son alinéa 5, qu'à l'issue de chaque réunion, un compte rendu circonstancié sera adressé au Premier ministre. Est-ce que vous pensez que dans ces conditions, Amato Toumouna pourra encore faire quelque chose? Honnêtement parlant, c'est pas une volonté de musulman affichée. Honnêtement parlant, à lire tout ce qui est écrit, je dirais non. Mais je vais vous dire une chose. Je ne sais pas si la République du Cameroun et tous ceux qui sont autour, l'État du Cameroun, dans l'ensemble, a peur de cette femme, il faut le dire de manière honnête. Je ne pourrais pas porter des gants de velours. Une femme qui défie la plus haute institution judiciaire du Cameroun. La Cour suprême. La Cour suprême. Pour pouvoir créer la SOCAM et autres légaliser et tout, et qui détruit encore la SOCAM pour créer encore d'autres, la SOCACIM et autres. Pourtant, la SOCACIM, alors que le Premier ministre avait sorti, il y avait au Premier ministère, n'est-ce pas, des décisions qui ont été prises pour pouvoir organiser ce ministère, organiser, n'est-ce pas, les droits d'auteur au Cameroun. Elle passe en dessous de tout cela pour aller créer la SOCACIM. Ça veut dire une forme de moquerie. Ça veut dire qu'elle se rit quand même du Cameroun. Je ne veux pas dire qu'elle se prend pour la présidente de la République, mais elle se prend plus que la présidente de la République. Parce que jamais on a vu ça sur aucun ciel. Vous vous moquez de tout le monde. Vous moquez de tout le monde. Je suis sûr que jusqu'à présent, donc selon vous, elle va rebondir quelque part. Comme d'habitude, c'est une habituée. Vous vous souvenez que pendant qu'elle a commencé sa campagne de distribution de guitare avec Roméo Ndika, il était question, quand elle arrivait à Douala, c'était à Bonanjo, pour dire que non, il est temps que les droits d'auteur reviennent aux artistes et que les artistes soient eux-mêmes les gestionnaires. Elle a appelé Didier Yango, qui était l'ancien candidat président déchu, à qui on avait taxé, élu et déchu, on avait taxé des antinationalistes parce qu'il n'est pas camerounais, il était plutôt américain, donc par conséquent ne pouvait pas être élu comme président. Vous pouvez avoir mené une élection, une campagne en bonne et due forme. Bien sûr. Alors que nous tous on sait tous que c'est un gars d'Ngalmois, on vient nous dire que non, parce qu'il n'est pas camerounais au point des avocats de la République du Cameroun à qui nous avons du respect, sont montrés pour pouvoir défendre cela parce qu'il a un passeport, semble-t-il, il a une nationalité américaine. Comme s'il fait avoir une nationalité américaine empêche qu'on soit camerounais, bon peut-être, sur le plan légal. On a également appelé Sam Bende pour pouvoir dire, voilà les deux acteurs entendus pour pouvoir gérer les droits d'auteur au Cameroun. Mais pendant qu'on pense que pour une fois, elle a eu la lucidité de pouvoir organiser les droits d'auteur à cette gestion, elle saute là-dessus pour aller créer la SOCACIM. C'était à Bamenda, où elle a amené les artistes en catimini pour remettre une campagne de remise des guitares. Après, les gars sont surpris, après avoir tous signé des listes de présence, qu'ils étaient membres d'une nouvelle société de gestion des droits d'auteur. C'est toute une cacophonie, c'est tout un flou qu'elle a organisé et continue à organiser au sein de ce ministère depuis un certain temps. Mais il est temps qu'on dise qu'on arrête quand même les choses. C'est pas pourquoi dans la République du Cameroun, c'est aussi difficile de frapper sur les gens. Alors, pourtant, une simple décision permet de la mettre à côté et que l'opération est prévue. Le TCS du dossier qu'on nous explique d'où est passé l'argent des artistes depuis au moins 20 ans. Marcus Mandeki, les artistes eux-mêmes, on le souligne encore tout à l'heure avec les journalistes, est-ce que les artistes également ne sont pas responsables de ce qui arrive dans leur secteur, dans leur domaine d'activité? Non, les artistes sont des victimes. Je veux dire, ils ne sont pas responsables au fait de ce qui leur arrive.
Mais avec cette mutation, avec ces différentes mutations, ces créations d'entreprises ou de sociétés de gestion de droits d'auteur, on retrouve quand même des artistes, que ce soit à la SOCAM, à la CMC, maintenant à la SOCACIM, ce sont quand même des artistes qui apportent mention à ces différentes... Que voulez-vous? L'artiste va vers la direction du vent et c'est les pouvoirs publics qui organisent les différentes trajectoires. Et lorsqu'un artiste trouve qu'il peut pouvoir qui peut être beaucoup plus épanoui ici, il y va. Donc il est de la responsabilité des pouvoirs publics d'encadrer véritablement ce secteur-là. Il ne revient pas aux journalistes, puisque c'est l'État du Cameroun qui crée les sociétés de droits d'auteur au Cameroun. Ce ne sont pas les artistes, puisque c'est l'État qui donne l'agrément. C'est différent, ce n'est pas comme une entreprise où chacun peut aller constituer un dossier et être opérationnel. Ça, c'est différent. Ici, c'est l'État. Si l'État ne donne pas son OK, ça veut dire que l'entreprise n'a pas sa raison d'être. Donc les artistes ici sont, une fois de plus, comme d'autres personnes de la société camerounaise, des victimes d'un système qui ne permet pas à ces citoyens d'être véritablement épanouis, de jouir du revenu de leur travail. On a parlé pendant très longtemps de la piraterie, parce que l'État ne trouve pas, jusqu'à aujourd'hui, un intérêt assez fort de pouvoir combattre la piraterie artistique. Mais lorsqu'il s'est agi, par exemple, de l'essence frélatée, parce que l'État ne parvenait plus à recouvrir un certain nombre de taxes pétrolières, l'État a mis la main sur a frappé la main sur la table, et aujourd'hui on n'a plus jamais parlé pendant très longtemps de la vente de l'essence frélatée. Donc je dis, l'État, les pouvoirs publics sont responsables de la situation des artistes, les pouvoirs publics sont responsables de la mauvaise organisation du droit d'auteur aujourd'hui. Tout le monde le sait. La plus haute juridiction de notre pays a pris une décision. On sait aujourd'hui que les pouvoirs sont pratiquement indépendants. On parle du pouvoir... l'indépendance judiciaire. Voilà, du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif. Même si un jour, le président de l'Assemblée nationale s'est amusé à dire qu'il allait représenter le président de la République, ce qui est aberrant dans une démocratie. Un président de l'Assemblée nationale ne représente pas le chef d'un exécutif. Donc, vous comprenez très bien que nous sommes dans une situation où il n'y a qu'un seul homme, sur qui les autres personnes s'agrippent pour prendre un certain nombre de décisions en leur faveur et au détriment de ceux qui peuvent bénéficier des retombées des situations. Les droits d'auteur, l'argent part où? Tous les jours, on voit des artistes mourir de famine. On voit des artistes qui ne peuvent pas envoyer les enfants à l'école. On voit des artistes qui ne peuvent pas se soigner. Pourtant, du jour au lendemain, on entend leurs chansons dans les médias. On les entend partout, on les danse partout. Mais vous voyez dans quelles conditions ils vivent. Non, il faudrait que les choses changent vraiment. J'espère bien que l'arrêté du Premier ministre est un arrêté de bonne foi. Je le souhaite dans tous les cas, parce que voir souffrir nos compatriotes que nous aimons très bien, qui nous mettent du beau mot. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans la musique? Il est impossible de vivre sans musique. Quand vous mettez vos génériques là aujourd'hui, là, c'est la transition, c'est de la musique. Quand vous faites sonner votre téléphone portable là, c'est de la musique. Même à la maison, quand vous voulez vous rendre un peu à l'aise avec les enfants, c'est de la musique. Vous-même, vous ne pouvez pas organiser une cérémonie sans la musique. Mais comment comprendre que ceux qui vous permettent de vous épanouir, vous opposez à leur épanouissement? Comme on disait lorsque nous étions un peu plus petits, on dit ventre affamé n'a point d'oreille. C'est-à-dire celui qui ne peut pas se payer une maison, qui ne peut pas envoyer son enfant à l'école, qui ne peut pas se soigner, ne peut pas intellectuellement produire des réflexions beaucoup plus... Après, ce sont des œuvres d'esprit. Alors, quel est votre avis sur la question? Parce qu'il a suffisamment déblayé le terrain quant à l'environnement dans lequel les artistes vivent. Il a suffisamment tapé... en fait, pointer un doigt accusateur sur le gouvernement. Est-ce que le gouvernement est responsable? Est-ce que ce sont les artistes qui ont intérêt à créer le désordre dans le droit d'auteur au Cameroun? Je pense que ceux qui mangent l'argent des droits d'auteur. C'est qui? La ministre de la Culture en particulier, il faut le dire.
Et je pense qu'elle ne mange pas seule, parce que même si elle est là, c'est parce qu'elle est soutenue par quelques lobbies, par quelques personnes qui sont derrière. Vous pensez que seul Thierry ne peut pas vous dire je m'en fous de la loi, non. C'est peut-être parce que vous avez des magistrats quelque part qui un peu jugent de ce que vous percevez, qui vous disent non, vas-y, nous on te soutient. Elle ne le fait pas par hasard, c'est parce qu'elle sait qu'elle est costaud, il y a des gens qui la soutiennent. Donc, le problème des droits d'auteur ne date pas de Hamatou Toumana. Je suis tout à fait d'accord. Le problème des droits d'auteur date de très longtemps depuis l'association, lorsque oui, mais il n'y avait qu'une seule entreprise de droits d'auteur, cela qui concernait ce que ce soit pour les œuvres cinématographiques, l'art plastique, la musique et autres. Dès qu'on a diffusé, oui, mais dès qu'on a diffusé et qu'on sait que la CMC percevait les droits des artistes, puis il y a eu un temps où les artistes trouvaient ça avec 3 millions, 4 millions de francs CFA. Je pense que la dernière fois, lors de la dernière conférence organisée par DJ Yango, il se vantait, DJ Yango lui-même se vantait d'avoir perçu de l'argent quand il était encore très jeune, quand il commençait sa musique. Jusqu'en 90 encore, il faut quand même dire que ça commence à prendre une mauvaise tournure à partir de 90. Mais en même temps, il faut noter que les problèmes décriés dans le secteur des droits d'auteur ne s'opposaient pas aussi avec autant d'acuité. Maintenant, bien sûr. Il y a par exemple le problème de piraterie, que ce soit les CD sont vendus parfois à 100 francs l'unité dans les quartiers, dans les carrefours de nos grandes métropoles. Les problèmes de piraterie, il y a également... On peut, mais c'est de là justement que contourner cela. Le problème de piraterie, on peut contourner cela parce que même jusqu'aux États-Unis, on les pirate, allez sur Internet, vous allez télécharger tout ce que vous voulez comme musique. Mais les gens ont compris que, l'artiste, les vrais artistes, je veux dire que c'est ça qui se pose vraiment, se pose ce problème au Cameroun. Les vrais artistes savent qu'ils ne gagnent pas sur la vente des CD. C'est bien beau. Ils gagnent parce que vous les invitez à un concert, parce que vous voulez écouter la belle musique. Quand Charles Dupanda fait, par exemple, concert Charles Dupanda, venez voir, le billet se vend à 20 000, 30 000 francs. Elle est à Chicombe. Pourtant, on pirate Charles Dupanda. Partout là. Et justement, quand vous travaillez un peu avec les DJ, il vous faut comprendre qu'il y a des artistes qui viennent payer pour qu'on pirate. Ils payent pour qu'on pirate parce qu'en piratant, ça permet que les musiques soient atteintes, que les musiques atteignent des millions de personnes et qu'ils soient connus. Quand vous êtes connu, quand vous faites du bon produit, vous êtes recherché. Donc c'est une forme de communication gratuite en fait. D'accord. Donc on peut dire que les Américains ont compris ça et vivent avec ça. La piraterie n'est pas un problème. Non, ça en a un, mais pas autant que... Pas autant, c'est un problème. C'est un problème. Mais qu'on peut facilement contourner. Même si on ne peut pas tuer la piraterie aujourd'hui, parce que même sur votre téléphone... Donc chez vous, tout est tracé, c'est le ministère, ou c'est madame ça, le ministre c'est là où... Oui, parce que la répartition des droits. La dernière fois qu'on a payé la répartition des droits, vous imaginez un artiste qui a 2 albums se retrouve à 3 millions, tandis que vous qui passez le temps à produire, vous allez appeler par exemple, je vais citer qui par exemple, je ne veux pas citer les dialogues, vous voulez citer Sergio Polo. Vous demandez à Sergio Polo pour quelqu'un qui produit des œuvres comme cela, qui vient de prendre 300 000 francs en termes, dites-moi, ça représente quoi 300 000 francs par exemple, à côté des autres qui ont 3 millions, ça veut dire qu'il y a tout un flou à ce niveau. Une gestion épicière. Oui, il y a tout un flou et ça profite à certains. Et vous voyez, des gens se bousculent pour être des amis des ministres parce qu'ils savent que quand ça arrive... Mais le ministre, le ministre des Arts et de la Culture est quand même membre d'un gouvernement qui a la capacité de taper du poing sur la table. C'est ce que je disais à l'entame de ce propos. Je disais, je ne sais pas si... Le problème n'est peut-être pas au niveau d'Hamatou Toumana seulement. Non, elle fait son one-man show, elle fait mais le reste, qui va apprécier? Qui apprécie les actions du gouvernement? Je pense qu'il y a un chef d'État qui apprécie les actions du gouvernement et qui nous a dit en 2013 qu'il y a un manque de coordination, des actions du gouvernement. Pourtant, on est à l'aune des grandes ambitions. Des grandes réalisations, merci, des grandes réalisations. Vous voyez? Et quand un chef d'État dit quelque chose comme ça, ça dit que lui-même il est au parfum de ce que les choses ne marchent pas. Et quand les choses ne marchent pas, il faut faire des pièces d'échange, utiliser celles qui sont les neuves pour remplacer les vieilles. Mais quand il y a un effet, en d'autres termes, il faut peut-être remanier. Mais est-ce que cela résoudrait le problème? Ce n'est pas un problème systémique, Marcus Mandeki? Non, je veux dire qu'il faut qu'on s'asseye. Il faut qu'on s'asseye. Nous connaissons les personnes de valeur. Nous connaissons les Camerounais qui ont des capacités sur le droit d'auteur à travers le monde entier. Moi, il y a 2 mois, j'ai rencontré un Camerounais, le fils de l'artiste Ebeni Donald Wesley, qui est un très grand musicien en Afrique, un très grand batteur. Son fils travaille à la... comment on appelle l'entreprise des droits d'auteur en France je ne sais pas si c'est Sosim. Bref, oui, le nom va le dire. Il travaille et il nous a donné le nom de certains Camerounais qui ont de l'expertise dans ce domaine.
Même ici au Cameroun. Vous allez chercher le Sam Bende est capé à ce niveau. On peut citer Sam Bende, nombreux. on peut citer Ndjomboulé. Ils sont nombreux. Mais est-ce que ces gens, est-ce qu'on les a mis sur leurs responsabilités? C'est ça le problème. Est-ce qu'on a dit, voilà, prenez des responsabilités et nous lâchons tout? Même si Sam Bende est aujourd'hui président d'une société de droit d'auteur, il y aura toujours des gens du gouvernement, des pouvoirs publics qui vont dire, qui vont tout faire pour que ça ne marche pas, pour qu'on dise que Sam Bende est un mauvais gestionnaire. Si c'est Ndjomboulé, il y a toujours des gens tout autour qui vont tout faire. On a vu les cas avec Manu Dibango, quand Manu Dibango a été porté à la tête de l'une des sociétés de droit d'auteur au Cameroun. Ça n'a pas marché. Certains sont allés insulter Manu Dibango. Donc je dis pour nous, le problème c'est un problème de système. Ce n'est pas automatiquement un problème de gestionnaire. Nous ne sommes pas en carence de bons gestionnaires, pas du tout. C'est le système qui est mauvais. Vous avez pris un cas de figure aujourd'hui pour dire qu'il y a des artistes connus qui font de la bonne musique, qui sont écoutés à longueur de journée, qui touchent moins que certains artistes qui sont pratiquement inconnus. Je vais vous prendre un autre exemple. Au niveau de l'aide accordée à la presse, regardez les entreprises à qui le gouvernement accorde de l'aide. Vous verrez qu'il y a des entreprises de presse qui sont inconnues pratiquement, des journaux qui ne paraissent jamais depuis 5 ans, mais qui bénéficient de l'aide à la presse. Comment est-ce que vous expliquez ça? Donc, je vais dire, c'est un problème de système. Le système, il est mauvais et il faut le changer. Ça, c'est la seule solution. Parce que ce système ne va jamais apporter des solutions. Dites-nous quel est l'un des problèmes que nous avons eus et qui a été solutionné par le système. Que ce soit sur le plan de la communication, sur le plan artistique, sur le plan culturel en fait, le problème n'est pas tout. Les problèmes ne sont pas tout. On parlait donc c'est le problème du système. Systémique. Et nous sommes tous des victimes. Nous allons revenir peut-être sur le plan sportif. Et vous allez noter que les mêmes problèmes se posent. Allez même au niveau sur le plan de l'agriculture. Vous verrez que des donations qui ont été faites pour permettre aux vrais agriculteurs d'améliorer les productions, ces donations-là sont allées dans les mains des fonctionnaires. Ça, on l'a vu. Donc, le problème est un problème général que seuls les politiques, pour le moment, peuvent régler avec l'apport des experts. Parce qu'il faudrait utiliser les experts. Il y a des Camerounais qui sont couchés là, à qui on ne dit jamais rien. On ne dit jamais, viens apporter ton expertise. Lorsqu'il fait même des propositions, on les déchire. Ils sont nombreux des Camerounais qui ont apporté, qui ont dit, bon, je viens bénévolement. On a vu Yannick Noah venir soutenir les lions indomptables bénévolement. Au niveau il payait son billet du droit d'auteur, mais ça n'a pas apporté grand-chose. Il paye son billet d'avion, son hébergement et tout, pour apporter sa contribution psychologique à l'équipe nationale. Mais des cadres du ministère des Sports imputaient cet argent-là dans les caisses de l'État pour dire qu'ils payaient Yannick Noah. Ils sont très nombreux des Camerounais. C'est bien déplorable. Qui aiment encore le pays. Donc le problème du Cameroun, ce ne sont pas les Camerounais en tant que tels, ce ne sont pas les experts, ce ne sont pas les artistes, les journalistes. Le problème du Cameroun, c'est le système. Un système qu'il faudrait automatiquement changer si nous voulons que les choses puissent s'améliorer. Alors on se parle là. Hervé Villan-Dillet, on sait également qu'on est en train de s'acheminer d'une manière ou d'une autre vers une assemblée générale en vue de la constitution d'une société de gestion collective issue, la fusion, on le souligne encore tout à l'heure, de la CMC et de la SOCAM. Alors, est-ce que, au regard de toutes ces batteries de mesures, on peut croire que le domaine des droits d'auteur, de l'art musical au Cameroun, va enfin connaître un avenir radieux? Honnêtement parlant, j'ai ri parce que je suis dubitatif. Pourquoi je suis dubitatif? Marco m'a dit dans le début, c'est pourquoi dire que c'est une forme d'illégalité. Pourquoi aller chercher des solutions autant difficiles quand les solutions ont déjà été là? La Cour suprême a pris sa décision depuis longtemps. La CMC reconnue comme seule société de gestion des droits d'auteur. Qu'est-ce que coûtait au ministre de dire, bon, la décision de la CMC, la décision de la Cour suprême, là, nous on l'applique. Et là, je pense qu'on aurait permis à... Pour se rester à la loi. Ouais, c'est ce que ça t'a dit. Je crois que le Premier ministre aurait dû demander qu'on ressuscite cette décision-là, là qu'on l'applique tout simplement. Maintenant, tout ça là, ce sont des structures, je ne vais pas dire budgétivores, mais vraiment, c'est bien que ce soit multiplié, mais jusqu'où allons-nous arriver avec ça? Créer des sociétés sur des sociétés, pour finir sur une forme, je ne voudrais pas dire de distraction, pour ne pas manquer de respect au ministre des... Donc le droit d'auteur au Cameroun est condamné à mourir? Pas condamné à mourir, mais il faudrait quand même que, s'il faut
revenir à la base. Parce qu'on ne va pas, chaque fois, même sur le plan traditionnel, quand les institutions disent rentrer, on revient toujours à l'origine pour pouvoir résoudre les problèmes de l'origine jusqu'à la fin. Maintenant, tout quand est fait, on continue, n'est-ce pas, à rendre long le chemin de la résolution du problème de droit d'auteur au Cameroun. Revenons à la base. La Cour suprême a pris une décision. Dans le litige CMC, SOCAM, elle va donner plein pouvoir qui reconnaît la SOCAM comme seule entreprise pour pouvoir gérer le droit d'auteur au Cameroun. Tant que cette opportunité applique de manière bête cette décision. Rappelons, pourquoi pas, déjà les anciens membres de la CMC, on va organiser, n'est-ce pas, un conseil d'administration général avec les membres, maintenant pouvoir demander peut-être d'associer à ce moment quand la CMC sera là, on pourra mettre avec la pression du Premier ministre, dire, bon, les gars, compte tenu du fait qu'il y a plusieurs personnes qui ne sont plus là, compte tenu du fait que, voilà, il y a telle chose qui ont avancé, associer quand même telle chose pour qu'on puisse avoir, pour proposer quoi. À ce moment, la CMC étant rentrée dans ses droits, on pourra maintenant créer une autre société, si on veut, à décider de la dissolution de la CMC cette fois-là. Je pense que de manière simple, on doit créer une autre société en admettant ceux qui étaient à la SOCAM, ceux qui étaient au CMC et d'autres personnes qui peuvent contribuer à ce que la gestion des droits d'auteur puisse connaître une fin agréable et positive. Doit-on intégrer toutes les autres composantes des droits d'auteur, comme vous avez souligné, vous avez parlé des autres artistes qui sont à côté, qui ont une expérience avérée, même au niveau de la diaspora, qui pourraient apporter quand même leur contribution au niveau de la mise en place d'une véritable commission chargée de gérer le droit d'auteur. Mais on a également vu qu'il y a eu quelques échecs. Manu Dibango s'est essayé, il s'est quelque part cassé le saxo. Il y a également plusieurs autres personnes qui sont essayées avec des résultats plus ou moins mitigés. On a vu le professeur Magloire Ondoa. Donc il y a quand même des sommeliers qui ont été appelés au chevet du droit d'auteur camerounais. Mais les faits sont là, le droit d'auteur au Cameroun va toujours mal. Quelle est la thérapie adéquate qu'il faudrait appliquer pour sortir le droit d'auteur de ceux des autres? Ben, il faut déjà faire l'autopsie. Il faut faire l'autopsie du droit d'auteur, c'est-à-dire depuis les années 50 jusqu'à nos jours. À un moment, ça marchait très bien. Ça, il faut le noter. Il y a un moment où la musique camerounaise était très bonne. Parce que le droit d'auteur, ce n'est pas seulement la répartition, mais le droit d'auteur, c'est aussi la promotion de la culture camerounaise, de l'art musical. À un moment, ça marchait. Pourquoi est-ce que ça marchait en ce moment-là? Et puis, d'un coup, ça ne marche plus. Pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Quelles sont les causes? Ça, c'est l'autopsie qu'il faudrait faire. Dès qu'on a fait l'autopsie maintenant, on trouve des solutions. Quelles sont les solutions pour que les choses deviennent progressivement meilleures? Est-ce un problème d'homme? Est-ce un problème de test, c'est-à-dire que de loi? Est-ce un problème de mauvaise foi des uns et des autres? Ça, on essaye de faire l'autopsie et je crois qu'à la fin, de manière honnête, il faudrait que les gens aient beaucoup d'humilité. Parce que si on n'a pas d'humilité, on ne peut pas avancer. Il faudrait que les gens reconnaissent qu'à un moment, elles ont échoué. Et il faudrait qu'on reconnaisse en X personnes des qualités. C'est la moindre des choses. On ne peut pas traiter telle personne que nous savons tous compétente d'incompétent. Ça veut dire qu'il y a problème. Il faudrait que chacun reconnaisse sa place. On peut être très bon artiste, mais mauvais gestionnaire. On peut être un très bon gestionnaire et être aussi un piètre artiste. Mais l'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est la gestion pour le moment. Je crois que c'est une très bonne chose que de faire asseoir autour d'une table toutes les composantes de l'art musical au Cameroun, c'est-à-dire tous ceux qui ont hier, aujourd'hui, participé de manière directe ou indirecte à la gestion du droit d'auteur au Cameroun, qu'ils soient au Cameroun ou au sein de la diaspora, que l'État du Cameroun les asseye, qu'eux-mêmes, qu'ils disent ce qui est bien pour eux, ce qui n'a pas été bien pour eux, que chacun s'exprime et qu'à la fin, qu'on les laisse prendre des décisions sans que les pouvoirs publics ne puissent influer. Parce que comme on l'a même vu à la dernière Assemblée générale de la SOCAM, on a vu que la ministre avait un parti pris. Elle soutenait un certain nombre de candidats, ce qui n'est pas moralement correct. Donc il faudrait qu'on laisse les artistes décider de ce qui peut être bien pour eux. Et je crois que le fait d'associer tout le monde sans exclusive est une très bonne chose, en espérant qu'on va laisser ces gens-là
vomir, c'est-à-dire sortir tout ce qui se trouve dans leur trip pour que jaillisse la compétence et le bien-être des artistes de manière générale. Qui viendra nécessairement avec le bien-être. Voilà. Avec votre permission, il nous reste 10 minutes. On va aller passer au pas de course et on va très rapidement jeter un coup d'œil sur l'actualité des Lions indomptables du Cameroun qui sont actuellement en stage dans la capitale politique. Je le souligne encore tout à l'heure, le cap de l'euphorie. Les Lions indomptables ont une fois de plus été délaissés d'après les informations que nous avons eues. On parlait certes d'un stage externe, mais on a appris que beaucoup de ces filles qui étaient au Canada n'étaient pas n'étaient pas regroupées autour de ce stage interne. Et c'était parfois celles qui ont été présélectionnées, obligées de venir aux entraînements avec leur agent de poche. D'aucunes qui n'habitaient pas dans la même ville étaient obligées de se cotiser pour dormir parfois dans des auberges, appelons-les comme tels. Ce sont les thèmes qui ont été utilisés justement pour pointer un doigt sur cette impréparation des Lions, ou cette mauvaise, ou cette préparation bâclée des Lions indomptables. Un commentaire, Vendier? Bon, le football féminin du Cameroun est coutumier de ce genre de fait. Vous savez bien qu'avant l'expédition... l'expédition réussie de Elonga Pouliche, elles avaient souffert le martyre, pour me permettre cette expression camerounaise ici, parce que pour aller, le seul match livré avant cette Coupe du Monde, par une partenaire de qualité, c'était contre la Côte d'Ivoire. Rencontre gagnée par 3-2. Vous voyez, et quand vous avez interviewé le coach de la Côte d'Ivoire, il faisait comprendre que la sélection ivoirienne, comme la sélection camerounaise, connaissait des problèmes de financement. Et ça reste le même problème aujourd'hui. Vous comprenez qu'après une expédition réussite comme ce qu'on a fait à la Coupe du Monde à Edmonton, qu'on revienne tomber dans les mêmes travers, ça veut dire que jusqu'à présent on n'a encore rien compris. C'est vrai que ce n'est pas en 2 semaines ou en 1 mois qu'on aurait pu prendre des grandes décisions pour pouvoir gérer ça. Vous vous souvenez que même les joueuses, après, s'étaient sacrifiées, après avoir mouillé le maillot de la bonne des manières, il a fallu l'intervention du chef d'État pour qu'on puisse remettre les primes promises, sans amputer, n'est-ce pas, les fameux pourcentages de retenue pour le ministère des Finances. C'est qu'on ne parlera pas de ces pourcentages. Oui, parce que c'est tout un autre débat. Non, c'est pas notre débat. C'est à titre évocatif. Je vous dis combien. C'est pour montrer jusqu'à quel point le football camerounais, football féminin souffre. La loi des finances est applicable à tous. Hein. Oui, je ne dis pas non. Donc, je vous suggère de rester au Je reviens. C'était pour montrer jusqu'à quel niveau le football féminin au Cameroun souffre. Et avant la Coupe du Monde, le championnat national de première division de football féminin était arrêté. Pour vous dire, il y avait des clubs, près de 5 clubs majeurs qui étaient suspendus. Pour des raisons non élucidées. Jusqu'à présent, en fait, qui ne convainquaient pas nous autres amateurs du football et journalistes sportifs. Parce qu'on a pu contester, on ne peut pas comprendre que dans un pays comme le Cameroun, on suspend les 5 clubs. Pour des raisons qui disent d'indiscipline. Non, vraiment, c'est pour dire que le championnat, on s'en fout de vous, les filles. Donc, on retombe dans le même travers. Et je pense que je ne peux me servir que de votre onde pour attirer l'attention des autorités. Macron disait tout à l'heure que c'est malade partout. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il faut souvent d'échanger, des disciplines d'échanger, n'est-ce pas, du secteur d'activité, on trouvera les mêmes mots. Oui, mais sauf que c'est quand même lamentable que sorti d'une bonne épopée où on est arrivé là où on n'était jamais arrivé, 8e de finale Coupe du Monde. Quand on revient, au lieu de penser de restructurer notre football, de prendre des décisions qui s'imposent en santé pour permettre à ces joueuses, qui seront nos futures joueuses, parce qu'on prépare, il faut le dire, dans quelques mois, on va organiser la CAN féminine de 2016. C'est à partir de maintenant qu'on devait mettre les bases pour préparer cette équipe. Mais si elle continue à pouvoir faire l'autostop, parce qu'on n'a pas d'argent de taxi, si elle pouvait squatter, dormir 4, 5 dans des chambres parce qu'on n'a pas d'argent, il faut dire qu'on n'a encore rien tiré des leçons de ce qui s'est passé. Alors, vraiment, avec vous, je vais peut-être aborder. Vous aurez certainement un commentaire par rapport à ce que Viviane Dillet a souligné tout à l'heure. Mais au regard de tout ce qu'on a appris jusqu'ici, est-ce qu'on peut croire à un avenir prometteur de ces Lions indomptables de Poulen de Enonga Tchou
On prépare quand même un match, une rencontre très importante, un match très important contre les Black Queens du Ghana, en vue des Jeux Olympiques de Rio 2016. En même temps, le Cameroun est en pleine préparation d'une CAN de football féminine. Donc voilà notre problème. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations féminines qui est là, il y a les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro qui sont là et on entend ces bruits de bottes. Les Jeux africains d'Alger aussi. Voilà, et donc c'est autant de choses. Mais comment peut-on comprendre justement qu'avec tout ce que ces lions ont cristallisé comme attention après leur sortie du Canada, qu'elles en sont à ce niveau? Oui, mais déjà, ce que les Camerounais, peut-être une partie des Camerounais ignorent, c'est que ces filles-là ne sont pas des produits du Cameroun. C'est-à-dire, c'est des filles qui ne tapent pas au ballon au Cameroun. Oui, c'est des filles qui viennent d'ailleurs. Elles sont certes nées au Cameroun, ont commencé à jouer au ballon au Cameroun, mais vraiment, elles ont continué à apprendre à jouer au ballon ailleurs. Est-ce qu'il y a un championnat de football féminin au Cameroun? Même les grandes équipes, dites-moi si l'Union de Douala, dont je suis un fervent supporter, a une équipe féminine, ou le Canon, ou le Caïman, comme j'ai dit. Est-ce qu'il y a un championnat national sur le plan... Il y a le Canon fille, il faut rectifier. Sur le plan... Oui, sur le papier, mais de manière formelle. Même s'ils ont une équipe, est-ce que ces gens-là se frottent à d'autres... Oui, mais avec quel championnat? Bien sûr, on a Louvre Miprof, on a Caïman fille, on a... Moi, j'ai eu honte. J'ai eu honte quand j'ai vu le ministre des Sports et le président de la commission de normalisation au Canada. Mais j'ai dit, ces gens, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Il y a meilleure chose à faire ici que de se retrouver là-bas. À la veille de la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, je me rappelle de l'interview de la ministre des Sports de France en ce moment. On lui posait la question si elle allait voir le premier match de l'équipe de France. Elle a dit que oui, mais elle ira voir, mais dès que le match sera fini, elle rentrera directement en France. Mais justement, parce que sa présence là-bas ne sert à grand-chose, ne sert pratiquement pas à grand-chose. Le plus dur, c'est sur le terrain, c'est ici, où il faut tout arranger, il faut administrer, il faut développer des stratégies pour que le sport, sur le plan local, puisse davantage avancer. Lorsque le président du comité de normalisation va faire 2 semaines hors du pays, les choses se passent comment ici? Lorsque le ministre part du Cameroun, il y a délégation de pouvoir uniquement pour aller voir comment les filles jouent, je dis, il y a un problème. Nous avons encore un problème de complexe. Est-ce que lorsque les karatékas, moi j'ai vu les praticiens du Nambudo ou bien il y a un autre sport qui est affilié au Nambudo, c'est qui remporte des médailles à travers le monde entier. On n'a jamais vu une autorité camerounaise aller les applaudir ou bien les recevoir. Non, je veux dire... C'est comme vous dites que le football brasse beaucoup d'argent. Mais le football brasse, et le football aussi, c'est la politique. Ça nous permet d'avoir une certaine visibilité pour ceux qui font de la politique. Mais je dis, nous sommes des dirigeants, il faut promouvoir tous les sports. Est-ce que vous savez que le premier sport à donner les médailles olympiques au Cameroun, ce n'est pas le football, c'est la boxe. C'est la boxe. Mais est-ce que vous savez que ce qui se passe aujourd'hui à Yaoundé, au stade, dans l'unique salle qui nous sert de temple de boxe, c'est le même matériel qui est là depuis plus de 50 ans, qui n'a presque jamais été renouvelé. Allez à Nebel où les gars s'essayent dans la boxe. C'est le même matériel. Alors qu'on sait ce que Ndongo Ebanga, on sait ce que Bessara, ces gens ont fait pour le sport en général au Cameroun. Lorsqu'on sait ce que Emebe a fait pour le Cameroun à travers le monde entier, que devient la boxe? C'est quoi le tennis aujourd'hui au Cameroun? C'est quoi le volleyball? Le volleyball, lorsqu'on a vu les Robin, mon voisin, remporter les Coupes d'Afrique de volleyball, le volleyball, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un championnat véritable? Le basketball, en réalité, tout va mal selon vous, monsieur Mendy. C'est mort. Okay. Il n'y a plus d'engouement sportif. Nous, on a vu, les FENASCO ne sont plus
les anciens jeux de ce qu'on a connus, tout petit. Aujourd'hui, on prend pratiquement comment on appelle ça, les mercenaires. Les mercenaires. Donc, ça a changé de nom. Mais je veux dire que le fond n'est plus. Le fond donc il est clair, hein, il est clair. Il faut réorganiser. Et il faudrait bien demander. Moi, c'est ce que j'ai mis dans mon programme pour la mairie. La mairie de Douala-5e, lorsque nous allons la prendre, doit mettre un accent particulier sur le sport. C'est-à-dire les équipes, par exemple, de football, de handball et autres qui sont dans la commune doivent être subventionnés par la commune, doivent être partiellement prises en charge. Mais est-ce que vous avez tous ces moyens? Nous aurons ces moyens-là. Il revient aussi à l'exécutif municipal d'aller chercher les moyens pour sa commune. Il y a les entreprises. Nous allons demander aux entreprises, en contrepartie d'un certain nombre de choses, de soutenir les équipes, de soutenir les écoles. Même dans les écoles, aujourd'hui, on parlait de la musique tout à l'heure. Il n'y a plus des écoles de musique. Des écoles de musique dans les il y avait des compétitions entre les interscolaires. Combien de collèges aujourd'hui disposent d'un orchestre musical? Ça, ce sont des problèmes. Et c'est la base. Il faut commencer par la base. Il ne faut pas attendre d'avoir 30 ans, 40 ans pour dire qu'on va devenir un bon musicien. En tout cas, nous aurons le temps de discuter avec vous de votre programme politique le moment venu. Les élections sont encore certaines, mais lointaines. Pour paraphraser quelqu'un que je ne dirais pas ici. Merci Hervé Villardilé d'avoir accepté notre invitation, malgré vos préoccupations nombreuses. Parce qu'en même temps, vous préparez une édition qui doit paraître demain. Bon, c'est vrai que nos téléspectateurs sont également chers à nous, et les vôtres aussi, parce que c'est vraiment eux qui lisent les journaux qui sont écrits. Donc, de temps en temps, ils n'ont pas l'occasion de voir ce qu'ils écrivent, de pouvoir entendre, comprendre les analyses qu'ils font souvent. Donc, je pense que c'est l'occasion sur des plateaux comme les vôtres, n'est-ce pas, de leur dire un certain nombre de choses que nous ne sont pas écrites dans nos journaux. Merci une fois de plus d'avoir été là, Marcus Mandeki. C'est moi qui vous remercie. Je remercie tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous écouter, en espérant que nous avons aidé à apporter quelques contributions à leur compréhension. Voilà. Sinon, la prochaine fois, nous allons nous battre pour être un peu plus au-dessus de la moyenne. Voilà, madame, monsieur, cela a été dit, hein, Marcus Mandeki l'a dit à ma place. Merci une fois de plus de nous avoir fait l'amitié, l'honneur d'avoir été des nôtres pendant ces 90 minutes, peut-être plus. Me fait-on signe du côté de la réalisation. Merci justement à Yves Tadiofo qui gère avec beaucoup de magistrat et de talent cette réalisation-là. Retrouvons-nous très prochainement sur ces mêmes antennes. S'il vous plaît, Tadio, au revoir.